Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG Politique, le nouveau rendez-vous de Télé Grenoble. 40 minutes en tête-à-tête avec ces élus du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois le maire de la deuxième ville du département, David Carros, bonjour. Bonjour. 38 398 habitants au dernier recensement pour Saint-Martin-d'Air. Enfin, en tout cas, c'est le chiffre Wikipédia. Je ne sais pas si vous avez plus précis, vous. C'est précis. Voilà. Bon. En tout cas, ça reste la deuxième commune de l'ensemble du département de l'Isère. Une commune qui compte également une grande partie du campus universitaire. On recense d'ailleurs les étudiants dans la population générale de la ville. On les recense effectivement, ils sont à peu près au nombre de 5000. Mais voilà, j'ai pour habitude de dire que Saint-Martin-d'Air, c'est effectivement de l'ordre de 38 à 39 000 habitants. C'est également 45 000 universitaires. Alors dans les universitaires, bien sûr qu'il convient de citer les étudiants, il convient de citer les enseignants, mais également tous les personnels administratifs et techniques. Donc voilà, c'est à peu près 45 000 personnes qui sont au quotidien sur Saint-Martin-d'Air pendant les temps de cours, bien sûr. Donc ça veut dire que voilà, 40 000 plus 40 000, voilà, il y a parfois, il y a entre 80 et 100 000 personnes sur le territoire de Saint-Martin-d'Air et alentour. Voilà, ça représente presque le quart tout de même de la métropole en période d'activité forte. C'est une zone administrative à part, le campus par exemple, où vous avez les mêmes droits en tant que maire que sur le reste de la commune ? J'ai très peu de droits de police sur le domaine universitaire. Non, vraiment, les domaines universitaires sont vraiment... c'est le président de l'université qui a autorité sur bien des choses, sur les questions de voirie, sur les questions de bien des choses. Bon, je peux accorder des autorisations pour des débits de boissons pour certaines fêtes, voilà, portées par des associations. Mais voilà, mes pouvoirs sont vraiment très limités. En revanche, avec la métropole, on tient vraiment à avoir des relations beaucoup plus nouées, beaucoup plus régulières. Avec le campus. Alors vous êtes encore jeune, même si vous avez passé près de la moitié de votre vie au conseil municipal de Saint-Martin-d'Air. 22 ans, alors que vous en avez 46. Vous avez été conseiller municipal dès 1999, puis adjoint, puis maire en 2014. Vous voyez faire autre chose un jour, quitter ce conseil municipal de Saint-Martin-d'Air ? Tant qu'on a besoin de moi, voilà, je peux répondre présent à des invitations de cette nature. Mais il y a des idées qui me passent par la tête parfois. Mais voilà, pour l'instant, je suis investi dans bien des domaines. On va parler dans un instant de NERPIC. Donc voilà, il y a l'avenir d'une ville, ça se construit pas uniquement dans le court terme, dans le moyen et voire le long terme. Ça me passionne et en tout cas, c'est un honneur aussi de pouvoir représenter les Martinairois dans les plus hautes fonctions municipales. Alors vous êtes membre aussi du Parti communiste, vous êtes conseiller départemental, vous avez été réélu sur votre canton de Saint-Martin-d'Air en juin dernier sous la bannière d'Union de la gauche du printemps isérois. Pour l'anecdote, il s'est passé quand même quelque chose de surprenant sur votre canton. Au second tour, il y avait deux binômes finalistes qui étaient tous les deux soutenus par la même structure politique. C'est quand même assez inédit en général en termes d'élection. C'est inédit et j'ai d'ailleurs pu exprimer mon agacement de ce point de vue-là parce qu'on va dire que le printemps isérois a fait un très bon score au premier tour, on va dire de l'ordre de 35 plus 25. Ils avaient deux listes. Voilà, il y avait deux listes. Il y a celle avec qui j'étais, enfin, on parle de binôme, donc avec François Gerbier, donc 35 plus 25, ça fait presque 60% au premier tour et puis le printemps isérois fait 100% au deuxième tour. Mais voilà, ce que j'ai pu exprimer, c'est mon agacement parce que la division, elle ne mène pas à des victoires très glorieuses. On aurait pu marquer des efforts sur d'autres cantons au deuxième tour. Voilà, un désistement républicain aurait été bienvenu. Je l'ai exprimé aux candidats, je l'ai exprimé aux formations politiques dont sont issus ces candidats. Et bon, il y a notamment le canton de Cessiné-Parisé qui aurait pu voilà, faire en sorte que tous les militants se réunissent à cet endroit-là pour l'emporter. Bon, l'avenir en a décidé autrement avec cette décision qui était une décision qui a divisé et voilà, qui s'est traduite par une perte de cantons à l'échelle globale parmi les 29 cantons du département. Alors, vous étiez donc un binôme communiste. En face, c'est un binôme écologiste. Ça a toujours été compliqué, même au sein de la municipalité, et peut-être surtout au sein de la municipalité, les rapports avec vos opposants écologistes, on va les appeler comme ça ? On peut les appeler comme ça, ils sont effectivement dans l'opposition. Il y a notamment le sujet NERPIC qui les anime. Donc bon, voilà, c'est pour ces raisons-là qu'ils ont souhaité, je pense, symboliquement marquer les choses sur le canton de Saint-Martin-d'Air. Bon, alors,
paradoxalement, vous siégez avec d'autres élus écologistes au sein du département, puisque le printemps isérois regroupait les partis d'Union de la gauche. Il y avait le PC, il y avait le PS, il y avait les écologistes et la France insoumise. Vous avez fait d'ailleurs votre rentrée il y a quelques jours à Venons avec une belle photo de famille. On la voit là. Il manque quand même un personnage important sur cette photo, David Queyros. Vous devez parler de André Valigny. Voilà, je parle d'André Valigny, qui est l'ancien président du département, qui a été réélu également sous la bannière du printemps isérois. Le socialiste André Valigny, qui a été également secrétaire d'État. C'est quoi? C'est le vilain petit canard? On ne veut pas trop le voir avec certaines forces de gauche en Isère? Il était invité, il fait partie du groupe, il est membre à part entière. Donc voilà, c'est... C'est lui qui n'a pas voulu venir. Ah, il était vraisemblablement excusé, mais on le verra en d'autres occasions, j'en suis persuadé. Il est censé siéger chaque mois, en tout cas à l'Assemblée départementale. Là, les images qu'on voit, c'était lors de l'élection du président Barbier au mois de juillet. Il était en tout cas présent. C'est une alliance qui va tenir au-delà d'André Valigny, cette union de la gauche qui regroupe des partis qui, dans d'autres circonstances, peuvent être en concurrence, voire se tirer un peu dans les pattes? Elle tiendra. Je pense qu'on est tous suffisamment responsables pour mesurer le fait qu'en politique, il y a différentes temporalités. Il y a le temps où on peut être adversaire et puis il y a le temps où voilà, les élections sont passées. Il faut rentrer dans ses responsabilités. Effectivement, on va être dans une opposition qu'on souhaite constructive. De manière globale, en séance publique, on saura aussi exprimer ce qui nous a animés pendant la campagne et les propositions qui étaient celles du printemps isérois. On sera amené aussi à exprimer notre accord sur bien des délibérations. Et puis, on sera bien sûr présent dans nos cantons, auprès des associations qui portent des projets de solidarité notamment. Et puis, on saura aussi se faire l'écho de celles et ceux qui nous expriment des choses, des revendications. Et donc, ces revendications, on saura les exprimer et les porter devant la majorité. Alors, une des premières mesures prises par le département en cette rentrée, ça a été de baisser le prix de la cantine au collège à 2 € pour tout le monde. Ça fait partie des initiatives que vous soutenez? Alors, pour ce qui nous concerne, on était favorable à ce qu'on appelle une tarification solidaire. Autrement dit, une tarification qui est graduée en fonction des revenus. Ce qui était le cas avant. Ce qui était le cas avant, avec tout de même une particularité, c'est qu'on avait des tarifs qui étaient supérieurs à 6 €, ce qui est relativement élevé. Donc on est devant une situation où la majorité a souhaité proposer ce repas à un tarif unique, 2 € en l'occurrence. Ce qui a pu être exprimé lors de la dernière séance publique, c'est effectivement cet attachement à l'accès à l'alimentation pour les collégiens, à une bonne alimentation, à un tarif raisonnable, un tarif satisfaisant pour favoriser la fréquentation de la restauration scolaire. En revanche, je me répète un petit peu, mais on était vraiment sur la tarification solidaire. Bon, il s'avère que les premiers, moi j'ai pu m'en entretenir avec la vice-présidente en charge, en charge des collèges, et je lui avais signifié que cette initiative allait pouvoir se traduire par le fait que le département allait être un petit peu victime de son succès, puisque 2 € c'est effectivement abordable, attractif. Et bon, de ce que je sais, il faudra consolider les chiffres. Les cantines sont donc, les restaurants des collèges sont très fréquentés. Ça met un petit peu de pression sur les personnels. Est-ce que tous les réfectoires, toutes les salles dédiées à la restauration scolaire sont-elles suffisantes pour accueillir plus d'élèves? Voilà, les questions sont posées. Le département peut avoir des capacités d'adaptation, mais nous on estime que c'est une mesure qui aurait pu être un peu plus anticipée de ce point de vue. C'est plus cher à Saint-Martin-d'Herne, dans les cantines que vous gérez pour les écoles? À Saint-Martin-d'Herne, il y a une tarification solidaire. Donc on est à peu près de l'ordre de 1,50 € à 6 €. Voilà, en fonction des revenus. Alors, dans l'actualité aussi de ces derniers jours, il y a le lancement effectif du projet NERPIC. Vous en avez parlé, un projet purgé de tout recours. Vous avez, on va dire, gagné le bras de fer avec les opposants de ce projet. On les voit, ils se sont mobilisés depuis plusieurs années sur ces images, avec de nombreux recours en justice. Vous dites quoi? C'est pas trop tôt? Enfin. Ouais. Voilà. Le temps administratif, le temps des contentieux est passé. La justice nous a donné raison. Alors, la justice parfois donne raison d'un point de vue administratif, juridique, technique, mais là, elle nous a même donné raison d'un point de vue politique, si je peux m'exprimer de la sorte, puisque
les choses principales qui étaient critiquées, c'était la faisabilité de ce projet, la raison politique de ce projet à l'endroit où il est. Notamment, les requérants pouvaient opposer une non-compatibilité avec ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Eh bien, le juge exprime les choses de manière très claire. Il indique que Saint-Martin-d'Air, les élus, la majorité, étaient dans son bon droit de proposer ce projet-là, puisqu'il participe au renouvellement urbain, il participe à l'amélioration de l'offre commerciale et il participe aussi aux équilibres territoriaux au sein de la métropole. Alors, ça fait 15 ans que ce projet a été initié, puis retardé par donc ces recours en justice. Vous leur en voulez à ces opposants aujourd'hui de vous avoir fait perdre du temps? Alors, je ne peux pas leur en vouloir d'un point de vue, j'allais dire, administratif et technique, puisque c'est un droit. Le droit français permet d'attaquer des... Ils n'en ont pas abusé. Ils en ont abusé dans le sens où, là où ils ont pu abuser, c'est ils ont pu abuser de postures que je qualifierais de pas très correctes. La caricature, parfois le mensonge aussi. Ils prétendaient que les terrains n'avaient pas été, il n'y avait pas de plan de dépollution prévu, que les terrains n'avaient pas été vendus. Enfin voilà, l'utilisation de caricatures et de mensonges en politique, c'est vrai que là, j'avoue que je reste un petit peu amer de ce point de vue. Bon, malgré tout, la page est tournée. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avancer et c'est de bâtir une ville harmonieuse. Alors, c'est un projet qui va concerner bien au-delà des habitants de Saint-Martin-d'Air, sur un site abandonné, une friche industrielle, comme on dit, au cœur de la ville, aux portes du campus. On le voit là sur ces images. Nerpic, donc c'est le nom de ce site. Qu'est-ce qu'on y faisait avant ? Alors, à Nerpic, les entreprises ont pu s'appeler Nerpic, elles ont pu également s'appeler Nérébellier. Alors après, c'est passé à General Electric, et puis à Alstom, General Electric. On y faisait, pour l'essentiel, des turbines pour les barrages hydroélectriques. Donc des turbines, d'ailleurs, qui ont été fabriquées il y a maintenant plus de 60 ans de cela, et qui sont encore en fonctionnement, et qui, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ancien ingénieur de EDF et il m'indiquait que c'était des turbines qui étaient vraiment très performantes. Vous parliez de la dépollution de ce site. Pas très loin, il y a l'école Polytech qui, au printemps dernier, a été victime d'une pollution un peu mystérieuse. Vous êtes inquiet de ce qu'on pourrait trouver sur ce terrain quand on va le déconstruire pour faire place au nouveau projet Nerpic ? Alors, je n'ai pas d'inquiétude puisque a été décelé, mais ça c'était en mai dernier, la présence de ce qu'on appelle du dichlorométhane, DMA. Voilà, un gaz qui n'a pas une toxicité énorme, mais voilà, en tout cas, les seuils critiques en termes de droit du travail n'ont pas été atteints. Il n'y avait pas de risque professionnel. Il y a une mesure de précaution qui a été prise par le président de l'université qui a consisté justement à faire que le public ne fréquente plus les locaux de Polytech. Bon, il s'avère que les derniers relevés de mesures de juillet révèlent qu'en tout point relevé dans le bâtiment, c'est un bâtiment qui présente plusieurs centaines de mètres carrés, il n'y a aucune présence de dichlorométhane. Donc vous voyez, c'est plutôt rassurant. Ensuite, pour ce qui a trait au sol sur la parcelle de Nerpic, alors comme tout sol industriel, il y a pu avoir de la présence d'huile, de carburant, mais voilà, ça c'est des choses qui sont dans le droit. Il y a une obligation à déceler les présences de polluants et à dépolluer. Donc les choses dans le dossier du permis de construire sont tout à fait claires de ce point de vue. Alors qu'est-ce qui va être construit justement sur cet ancien site industriel ? Alors, il s'agit pour nous de valoriser les fameuses halles Nerpic qu'on a pu voir apparaître précédemment. Là, on voit le futur. Donc, on a des halles, c'est vraiment la valorisation du patrimoine industriel ouvrier de Saint-Martin-d'Air. Ce qui va trouver place, c'est bien entendu des restaurants, des activités de loisirs, des boutiques. Autant d'éléments qui manquent à Saint-Martin-d'Air. Il faut savoir que, vous évoquiez le fait que Saint-Martin-d'Air était la deuxième ville du département. C'est également la deuxième ville de la métropole. On est en périphérie de la ville de Grenoble, la présence du domaine universitaire. Et il y a vraiment aujourd'hui, sur l'avenue Gabriel-Péri notamment, un déficit en matière de restauration notamment. Donc on passe à Saint-Martin-d'Air, on ne s'y arrête pas forcément pour profiter de la vie comme on peut
peut le voir apparaître sur les images, à savoir boire un verre en terrasse, partager une glace, partager un repas, voilà, participer à un concert, des animations de rue, des animations de loisirs. La culture sera omniprésente sur ce site et tout comme l'animation. J'allais dire une vie, voilà, une vraie vie urbaine. C'est vraiment le droit à la ville qui nous a animés dans la proposition de ce projet-là. 24 000 mètres carrés de surface commerciale, c'est toujours l'ordre de grandeur. Voilà, c'est ça. Il y a un peu plus de 40 000 mètres carrés de surface de plancher au total. Au total, 86 boutiques, 20 cafés, restaurants, 850 places de parking, un peu plus de 600 pour les vélos. C'est vraiment un projet XXL, hein, je le disais, qui dépasse largement le cadre de la commune. C'est combien de millions d'euros d'investissement, NERPIC ? Alors c'est très exactement 250 millions d'investissements privés. Et vous voyez, ce genre de chiffres ont rarement été prononcés, ce type de chiffres a rarement été prononcé dans la métropole. Je vais vérifier un petit peu d'un point de vue spatial et temporel, voilà, comment ça situe ce projet-là dans l'ampleur des projets qui sont portés dans la métropole. Mais voilà, ça en fait quand même l'un des principaux, c'est vraiment un projet important, vraisemblablement le plus important dans le mandat qui est en train de s'écouler. Même le Stade des Alpes n'a pas coûté cet investissement, entre le montant initial et puis le montant final. Je le disais, pratiquement 100 magasins, ça inquiète notamment les commerçants du centre-ville de voir autant de boutiques se créer à quelques kilomètres de leur pas de porte. Vous les comprenez, j'imagine ? Moi, je pense que l'inquiétude, elle est plutôt à voir du côté de la vente par correspondance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, sans vouloir citer des enseignes, mais voilà, on sait qu'avec son smartphone, avec sa tablette, avec son ordinateur, on peut commander des choses qui arrivent d'ailleurs assez rapidement à la maison. Donc voilà, il y a plus à craindre, je crois, ce qu'on appelle le commerce numérique que de la présence physique de boutique. La présence physique de boutique, c'est aussi permettre d'avoir un territoire qui ait une affirmation, qui ait une identité. Et bon, moi j'ai cette conviction que le monde attire le monde. C'est parce qu'il y a une offre importante sur un territoire qu'on peut aller d'une boutique à l'autre. Donc voilà, rien n'empêchera les Martinérois de continuer à aller à fréquenter le centre-ville de Grenoble, tout comme voilà, rien n'empêchera les habitants du centre-ville de Grenoble de venir à NERPIC en bien des occasions. Vous avez estimé combien de personnes fréquenteront ce site une fois qu'il sera complètement opérationnel ? Vous parliez de 100 000 personnes dans les jours, on va dire, ouvrables avec le campus sur Saint-Martin-d'Hères. Là, ça va être de quel ordre de grandeur ? Il peut y en avoir en termes de coexistence au même moment plusieurs milliers. Mais voilà, effectivement, on est sur des chiffres de plusieurs centaines de milliers de visites par an sur un site comme celui-ci. Avec, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de commerce, etc., la création d'emplois à la clé. J'imagine que pour vous, c'était un axe aussi important dans le développement de ce projet ? C'est un axe important. Alors, il y a bien sûr toute la partie liée, on va dire, aux bâtiments et travaux publics. Ils ont pu, voilà, un secteur qui a pu souffrir. De ce que je sais, ça va un petit peu mieux ces derniers temps. Mais voilà, il est quand même intéressant de pouvoir proposer des chantiers à tous les ouvriers, à tous les techniciens sur le territoire métropolitain. Donc c'est à peu près 2100 emplois en tout, donc, dont 800 emplois pour la partie donc, de fonctionnement des halles. Alors, c'est un projet, vous l'avez dit, qui mêle loisirs et commercial. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que le commercial est plus en place que le loisir. Il y avait notamment un projet de cinéma, de multiplex, qui était associé au centre commercial, qui a été, lui, retoqué et qui, a priori, ne verra pas le jour. Il a été effectivement... il y a eu un avis défavorable à ce qu'on appelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la CNACI. Voilà, c'était en octobre dernier, en octobre 2020. Donc voilà, on est aujourd'hui en train de réfléchir à un projet d'une moindre importance, parce que ce qui a pu... Voilà, les craintes qui ont pu s'exprimer, c'était sur la dimension du projet. Donc on est en train de réfléchir avec Apsys et l'opérateur, en l'occurrence UGC, voilà, on va travailler prochainement à un autre passage en commission départementale. Hein. C'est un passage obligé. C'est tout à fait normal d'ailleurs qu'on puisse partager ce type de projet avec les instances compétentes. Mais voilà, là aussi, on est assez confiant dans notre capacité à présenter un projet
qui saura recueillir un avis favorable majoritaire à la commission départementale. Il y avait eu un avis défavorable il y a 2 ans. Donc maintenant, les choses ont un petit peu changé aussi du point de vue de la métropole. La métropole avait pu émettre un avis. Elle ne soutenait pas sur le premier projet. Elle le fera quasiment avec certitude la prochaine fois. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis C'est vraiment la question des équilibres territoriaux et c'était aussi la question de l'équilibre avec le nord-ouest de la métropole et notamment les portes du Vercors, cette zone d'activité concertée, c'est une ZAC. Une ZAC qui a tout de même qui a bien des atouts, mais qui a, j'allais dire, a l'inconvénient d'avoir un déficit d'opération très marqué. Donc voilà, le cinéma n'est pas financé, il n'est pas prêt d'être financé au nord-ouest. Donc voilà, il est quasiment il est financé dans le nord-ouest, en l'occurrence à Saint-Martin-d'Air. Donc je crois que c'est cet argument qui a conduit le président de la métropole à avoir un nouveau regard sur le projet NERPIC en termes de cinéma. Il m'a d'ailleurs accompagné à la Commission nationale pour émettre son avis favorable actuel. Même si l'avis n'était pas favorable au final pour le cinéma, le projet NERPIC se fera, j'imagine, sans cet aménagement. Alors, c'est 2 choses distinctes. On a un permis de construire qui va générer ce que vous avez pu voir apparaître à l'écran. Et il y a besoin, alors il est utile d'avoir une autorisation cinématographique avant de pouvoir déposer un permis de construire. Donc en fait, il y aura un nouveau permis de construire. Alors je tiens à rassurer d'un point de vue juridique et technique, l'emplacement est réservé et il est bien dans tous les documents d'urbanisme, dans le PLU, dans le schéma de cohérence territoriale. Donc techniquement, c'est tout à fait faisable et j'allais dire c'est souhaitable. Je parlais des 250 millions d'euros en termes de projets privés. Donc là, on est sur la construction d'un bâtiment complémentaire sur NERPIC. Et on est quand même sur un budget qui avoisine les 9 millions d'euros d'investissement. Donc là aussi, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon aussi pour la création d'emplois. Alors, on l'a peut-être pas, les téléspectateurs l'ont peut-être pas remarqué sur les images précédentes, mais dans l'animation proposée par le promoteur, il y a cette fameuse grande roue qui permet d'avoir une vue panoramique sur les montagnes et même sur toute l'agglomération quand on est tout en haut. Alors, elle fait partie encore du projet, cette grande roue ? C'est une animation qui datait de 2018. On va dire que c'était vraiment pour pouvoir animer le projet. Bon, la grande roue, ce n'est pas un permis de construire, c'est surtout les bâtiments qu'il s'agissait de valoriser. Alors, est-il possible, d'un point de vue réglementaire, d'apposer une grande roue à cet endroit-là, alors de manière temporaire, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui... Les grandes roues, elles sont dans des lieux, elles ne sont pas forcément régulières, mais voilà, c'était une manière de pouvoir animer le projet. Ça donne envie. Ça donne envie. C'est vrai que d'avoir une perspective panoramique de cette nature et voilà, prendre de la hauteur, de voir les toits de NERPIC et de pouvoir voir l'horizon et puis les montagnes, c'est intéressant, effectivement. L'ouverture de ce centre commercial, maintenant qu'il n'y a plus de recours, les travaux, j'imagine, vont bientôt démarrer ? D'ici la fin de l'année, effectivement, l'année 2021. Donc pour une durée de travaux d'un peu plus de 2 ans. Donc voilà, une ouverture début 2024. Alors, il n'y a pas que les militants écologistes, notamment, qui ont des doutes sur ce dossier. La semaine dernière, on recevait à votre place Émilie Chalas, qui est la députée La République En Marche de Grenoble. On lui a demandé de vous poser une question, elle avait le choix, et elle a choisi de vous poser une question sur justement ce projet d'aménagement NERPIC. On l'écoute. Bonjour, monsieur le maire. Je voudrais savoir si vous pensez qu'un centre commercial de 40 000 m², qui ne désartificialise aucun sol pour le rendre à la nature, qui est climatisé quasiment dans son ensemble et qui finalement va rayonner et attirer beaucoup de voitures, est un aménagement d'avenir pour le centre-ville d'une commune. Qu'est-ce que vous lui répondez à Émilie Chalas, qui en gros dit que c'est un projet d'un autre temps, vous l'avez imaginé il y a 15 ans, mais aujourd'hui les mentalités ont changé, les gens attendent d'autres choses et le climat, l'environnement demandent également d'autres types d'aménagements ? Je pense qu'elle ne porte pas le même regard sur ce qui a pu apparaître à l'image. Elle parle de centre commercial, nous on parle de centre de pôle de vie, de centre-ville. C'est loin de l'image d'un centre commercial qui est introverti. On peut voir apparaître sur le projet NERPIC que la part belle est donnée aux espaces extérieurs, c'est l'aménagement de terrasses notamment. Le promoteur investisseur Apsis a vraiment pris la mesure également de la période
de Covid qu'on est en train de vivre, et on se rend compte aussi que les espaces extérieurs sont précieux. Donc voilà, c'est donner la part belle aux espaces extérieurs. Après, voilà, c'est le droit à la ville. Moi, ce que j'ai déjà pu avoir des échanges assez musclés avec Madame Chalas et d'autres au sein du Conseil métropolitain. Mon engagement politique, c'est de réduire les inégalités sociales et spatiales. À Saint-Martin-d'Air, il y avait une inégalité qui perdure et qui continue à perdurer sur la présence de restaurants, la présence de boutiques de qualité, voilà, d'enseignes et de services. Voilà, cette inégalité va être réduite. Vous n'avez aucun doute sur le bien fondé de cet investissement vous, en tant que maire? Non, très sincèrement, je n'en ai aucun. Il ne s'est pas passé une semaine, certains de vos confrères en sont témoins, sans que les Martinérois me demandent à quand le début des travaux. Vraiment, il y a une attente très très forte. Bon, ça c'est mon expérience et c'est l'expérience des élus de la majorité. Je crois même que les élus de l'opposition, pour dire... parce que j'estime que ça sera le plébiscite. Enfin, c'est un projet qui est plébiscité par les Martinérois. C'est un projet qui est plébiscité aussi par les publics. Le promoteur investisseur a commandé un sondage. Il y a 7 habitants de la métropole sur 10 qui estiment que ce projet va se traduire par une amélioration du cadre de vie et va leur permettre d'avoir un meilleur accès au divertissement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez marqué. Et voilà, j'ai cette conviction-là que le monde attire le monde et que c'est parce qu'on génère de la qualité que voilà, la vie, elle devient dynamique et qu'on a un effet levier aussi. NERPIC n'est pas qu'une fin en soi. J'ai la conviction également que les entreprises, pour qu'elles s'installent et pour qu'elles investissent, il faut qu'elles soient situées dans un milieu où il y a une multitude de services. Le schéma qui consistait à construire des usines, des entreprises loin des villes, bien voilà, il y avait déjà la question des déplacements, mais il y avait aussi la question des services et des activités. Donc voilà, entre midi et 2, il y avait peu de restaurants pour la pause méridienne. Et puis le soir, il n'y avait quasiment pas de loisirs à proximité. Donc aujourd'hui, il y a une ville à créer avec plus de proximité entre les grands secteurs d'activité. Enfin, il est vrai que d'un point de vue urbain, on évoque souvent 3 fonctions essentielles. L'habitat, les déplacements et les activités de loisirs, les activités de services publics. Et donc voilà, il y a vraiment, à NERPIC, on est vraiment sur une très bonne coexistence, une très bonne harmonie de ces trois grands pans de la vie en collectivité. Bon, vous avez évoqué les places de stationnement pour les véhicules, pour les vélos. Je rappelle tout de même qu'il y a 3 lignes de tramway à proximité, 3 lignes de bus, dont une chrono. Voilà, on n'est pas au milieu de nulle part, on est en plein cœur de ville. Je dirais qu'on est, on est en plein cœur de métropole. On est à proximité du domaine universitaire, donc c'est un projet qui est tourné vers l'avenir, à l'évidence. Alors, vous évoquez les déplacements. Saint-Martin-d'Air fait partie des communes qui appartiennent à la ZFE, une zone de faible émission. Les véhicules les plus polluants vont être progressivement interdits dans ces communes. C'est déjà le cas des camions et utilitaires légers critères 4 et 5 pour les vignettes qu'on commence à bien connaître aujourd'hui. Bientôt, les vignettes de critère 3 en 2022 et puis en 2023 sera autour des véhicules légers de commencer à ne plus pouvoir circuler dans ces zones. Les premiers contrôles de police ont démarré cette semaine dans différentes communes de l'agglomération. Alors, on ne verbalise pas encore, on fait de la pédagogie, mais les PV vont bientôt tomber pour les véhicules qui ne seraient pas en règle avec leur vignette. Est-ce que vous, la mairie de Saint-Martin-d'Air, par exemple, tous vos véhicules municipaux sont en phase avec cette nouvelle réglementation? Il doit en rester encore quelques-uns qui ne le sont pas tout à fait. On a su anticiper, on a une flotte de véhicules qui est plutôt, dans les clous. C'est un défi. Il est vrai que les publics peuvent aussi estimer à certains moments que ça manque un petit peu de cohérence. Donc voilà, il va falloir effectivement expliquer. Et en tout cas, du côté des collectivités locales, les efforts sont produits. Ils sont aussi à venir, puisque voilà, le renouvellement d'une flotte, il ne se fait pas en une seule année, et ça se fait en plusieurs années. On parle dans les estimations de plus de 150 000 véhicules qu'il faudrait changer sur l'agglomération grenobloise d'ici 2025. Est-ce que vous avez la sensation que vos administrés ont pris conscience de cette loi et de l'impact que ça peut avoir assez rapidement sur leur vie? On commence à en parler, dire que tout le monde en a conscience et tout le monde a déjà des plans alternatifs. Ce serait optimiste
de dire cela. Donc voilà, il va falloir effectivement renforcer nos efforts en matière de pédagogie, d'information, de communication et d'incitation aussi, parce que la question qui se pose fortement et les débats au sein de la métropole, ils ont pu aussi aller dans le sens de la question de la justice sociale, parce que voilà, c'est parmi ceux qui risquent d'être les plus impactés, c'est effectivement ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir renouveler leur véhicule. Ouais, les plus vieilles voitures seront les premières à être interdites de circuler sur vos agglomérations. Pour autant, Saint-Martin-d'Hers va rester dans cette ZFE. Alors, on est bien sûr engagé en matière de ZFE. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension nationale, puisque les décrets tombent progressivement sur la précision du cadre global. Et ensuite, il y a les déclinaisons locales. Et effectivement, du côté de la métropole, il va falloir prendre des décisions aussi sur 2025, 2026, comme on le voyait apparaître à l'écran. Voilà. Il faudra aussi être au fait de la situation, être à l'écoute des acteurs. On parlait des acteurs économiques. Il va falloir également être à l'écoute des ménages de ce point de vue et de faire que, parce que dans tous les enjeux climatiques, ils sont là, ils sont compris, je pense. En revanche, c'est surtout sur la question de l'acceptabilité. Il faut la construire, cette acceptabilité. Alors, une des alternatives au déplacement en voiture, c'est évidemment le vélo. Une piste chrono-vélo, ce qu'on a appelé un temps les autoroutes à vélo, est en construction sur votre commune. Il y avait d'ailleurs une visite de chantier il y a quelques jours. Ça vous paraît des infrastructures capitales pour une agglomération comme Grenoble, ce type d'aménagement? Parce qu'on rogne sur la partie routière. Plus on fait de pistes cyclables comme ça, moins forcément les voitures ont de place pour circuler. Les voitures continuent à circuler. Moins facilement. Moins facilement, soit. On réduit le gabarit. C'est aussi une incitation aussi à réduire la vitesse, ou tout du moins, ça ne facilite pas les vitesses excessives, on va dire ça de cette manière. C'est une bonne chose. Il est vrai que l'axe tel qu'on le voit apparaître à l'écran, c'est ce qu'on appelait par le passé l'axe Cargo Campus. Dit autrement, c'est la ville de Grenoble qui va en direction nord-sud, sud-nord, pardon, vers le domaine universitaire. Donc une piste aussi qui existait déjà, qui était très fréquentée. Et d'une certaine manière, on améliore, j'allais dire, la sécurité actuelle des usagers et on incite à de futurs cyclistes. C'est vraiment une mesure incitative. La rentrée en matière de déplacement en vélo a été marquée aussi par la grève des employés de Métro Vélo, vélo en libre service. C'est une entreprise privée qui gère ce service, mais qui est une émanation de la métropole. Vous avez demandé, avec le Parti communiste, à ce que le Métro Vélo redevienne une entreprise publique gérée donc par la métropole. On était déjà réservé sur le fait de recourir à une délégation de service public. On estimait que le SMTC, ou tout du moins le syndicat des transports, qui s'appelle désormais le SMAG, le syndicat des transports, pouvait porter cette activité en propre. Il est vrai que déléguer, ça présente des risques et ça donne peu de garanties sur les relations sociales avec les personnels. Donc les personnels ont exprimé un certain nombre de choses sur des conditions de travail qui ne seraient pas satisfaisantes. Donc bien sûr qu'il faut être attentif à cela. Alors pour ce qui est des transports, mais bien des domaines, en tout cas le Parti communiste français, le parti dans lequel je suis, et puis notamment à la métropole, nous insistons pour que les activités de service public soient portées par le service public. Le SMAC que vous évoquez, donc syndicat qui gère l'ensemble des déplacements et des infrastructures de déplacement sur l'agglomération grenobloise, est présidé par Sylvain Laval, le maire de Saint-Martin-le-Vinou. À la fin du mois, il y aura une réélection, puisqu'il y a des nouveaux représentants avec les élections départementales qui ont lieu cet été. Vous souhaitez qu'il poursuive son mandat de président, Sylvain Laval ? Le rapport des forces, comme je le disais en début d'émission, on ne va pas refaire les élections à chaque fois. Le rapport des forces est là. Y aura-t-il de nouvelles prises de bec ? Y aura-t-il une séance aussi importante en tant que la précédente fois ? Moi, je suis pour stabiliser les choses, en tout cas.
Vous parlez du rapport de force. Alors, la majorité métropolitaine sur le papier est très forte entre le pôle écologiste communiste et puis le pôle de gauche incarné par Christophe Ferrari. Dans les faits, dans cette majorité, il y a deux gros blocs. Hein. D'un côté, Éric Piolle, de l'autre côté, Christophe Ferrari. Comment vous vous positionnez, vous, dans cette guerre un peu des chefs à gauche ? Vous aviez voté pour le candidat d'Éric Piolle à la présidence de la métropole il y a un an ? Je vais, au risque de me répéter, il y a un temps pour tout en politique. Et le temps est venu de trouver des consensus. Voilà. On n'en est plus à savoir qui est président. Il y a un président, il y a un exécutif. Chacun doit faire des efforts. Avoir été élu en 2020 par les électeurs, ça oblige à travailler ensemble. Vous pensez qu'Éric Piolle a la même approche des choses ? On va dire que ces déclarations de la semaine dernière n'étaient pas des plus rassurantes. J'espère qu'il va avoir, dans les jours qui viennent, avec un dialogue qu'il aura bien sûr avec ses collègues de son groupe. Je sais que la majorité, ou tout du moins l'exécutif métropolitain, fait le débriefing du précédent conseil de la séance publique qui a eu lieu. Voilà. On espère, je crois qu'il y a beaucoup d'élus qui expriment le souhait d'une meilleure organisation, d'une meilleure entente, d'un meilleur dialogue. Donc voilà, il faut y arriver. Moi, je suis prêt à prendre ma part de responsabilité, de faire les efforts pour qu'on y arrive. Il y a, me semble-t-il, plus de points de convergence que de divergence. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. On suivra ça dans les prochaines semaines. Effectivement, Éric Piolle, qui était, on va dire, un peu absent cette année des conseils métropolitains et de la vie politique locale, puisqu'il était dans une campagne nationale pour la présidentielle. Il n'a pas été choisi par les électeurs écologistes pour représenter le camp des écolos à la campagne. Vous avez voté à la primaire. Elle était ouverte à tout le monde. Alors, elle était ouverte à tout le monde. Il fallait quand même signer une charte qui était un petit peu engageante. Alors, c'est sûr que certains, sur les réseaux sociaux, ont exprimé le fait qu'ils souhaitaient bien perturber ce scrutin. C'est certainement pas ma philosophie en matière de politique. Je suis adhérent du Parti communiste français. Je ne vais certainement pas m'immiscer dans les affaires qui concernent la démocratie d'un parti. Il a choisi. Pas demandé pour le soutenir d'aller voter Non. Il l'a fait vis-à-vis de personne. Enfin, très sincèrement, ils ont le pôle écologiste a eu une démarche qui était claire et qui était respectable. Donc voilà, à partir du moment où on ne souhaite pas qu'on nous dérange dans nos propres démarches, dans nos propres initiatives, lorsqu'on est adhérent d'un parti, on ne va pas déranger une autre formation. Bon, c'est Yannick Jadot qui, de toute façon, a été choisi. Maintenant, on y voit un peu plus clair à gauche sur les candidats à cette présidentielle. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui représente votre parti, Fabien Roussel, qui est en général le dernier dans les sondages, entre 1 et 3% suivant les enquêtes. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de maintenir une candidature jusqu'au bout quand on est aussi bas, et est-ce que ça a du sens ? On en revient à la vraie question de la Ve République, avec ce mode de scrutin qui est souvent décrit comme étant la rencontre d'un homme avec un peuple. Enfin bon, c'est pas du tout c'est pas notre conception de la politique. On est pour une sixième République, plus respectueuse des tendances politiques plutôt que des personnes. Donc après, il est vrai que être présent, être candidat à une élection présidentielle, c'est délicat, mais ne pas y être, c'est aussi manquer d'audience et ne pas exister suffisamment. Donc moi, j'avoue que ça fait déjà deux élections présidentielle où le Parti communiste est absent. C'était peut-être de trop. Après tout, il faut aussi pouvoir, à l'occasion des élections présidentielles, exprimer qui on est, quelle est notre histoire, ce qu'on a pu porter. Je rappelle tout de même j'en profite tout de même pour rappeler que la sécurité sociale, c'est Ambroise Croizat, c'est un ministre communiste. La fonction publique territoriale, c'est Maurice Thorez, c'est un communiste. Voilà, il y a bien des communistes qui ont eu des actions fortes et qui continuent à avoir un retentissement sur la construction des politiques publiques, des politiques sociales. En France, on a vraiment des choses à dire, et notamment, en tout cas, Fabien Roussel va porter
dans son programme la réduction des inégalités de répartition de richesses. Les inégalités, va dénoncer les inégalités sociales et spatiales. Je parlais des inégalités sociales et spatiales. Voilà, les salaires, il faut les augmenter. Voilà, il y a comment dirais-je, une actualité actuellement l'actualité porte sur la hausse des tarifs de l'énergie. Que l'énergie augmente, ça peut, voilà, si elle est modérée, l'augmentation, ça peut être acceptable, mais les augmentations de tarifs, elles sont acceptables, elles sont plus acceptables lorsque les salaires augmentent également. Donc vous conseillez plutôt de maintenir sa candidature, coûte que coûte, entre guillemets, en sachant qu'à moins de 5%, les frais de campagne ne sont pas remboursés pour les partis en lice. Cette campagne présidentielle qui commence à faire parler d'elle va évidemment aborder le thème de la sécurité. Je ne sais pas si ce sera l'un des thèmes principaux, mais il en sera. Cette semaine, vous avez voté en conseil municipal l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance sur la commune. Vous allez doubler à peu près le nombre en 2 ans. En 3 ans. En 3 ans. Exactement. Alors, j'aimerais rappeler aussi ce qui nous a conduit, ce qui nous a fait aussi changer d'avis, parce qu'on peut changer d'avis à partir du moment où les conditions institutionnelles et politiques voilà, sont en évolution. Je me refusais, on s'est tout le temps refusé à Saint-Martin-d'Air à remplacer les hommes et les femmes par des machines. C'était le discours de Nicolas Sarkozy en 2007-2008 avec François Fillon. Rappelez-vous la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, que nous appelions plutôt Réduction Générale des Politiques Publiques. Je rappelle que notre circonscription de police nationale, la circonscription, elle comprend bien sûr Grenoble et les premières villes de périphérie, on a perdu, depuis Sarkozy et Fillon, on a perdu 100 effectifs de terrain dans la police nationale. Et dans ce discours-là, donc on réduit les effectifs de police nationale, il invitait les maires à mettre des dispositifs de vidéoprotection. Moi, je me suis refusé à aller dans le sens de cette politique-là ou de la cautionner de quelque manière que ce soit. Donc, si bien qu'on était dans le refus de cette participation à la case du service public de la sécurité. Donc, à partir du moment où d'autres ministres de l'Intérieur se sont exprimés et ont procédé à un virage, c'est-à-dire une augmentation des effectifs avec effectivement incitation à compléter l'augmentation des effectifs par des outils de vidéoprotection. On a répondu dans la très grande majorité du conseil municipal favorablement, mais encore une fois, la vidéo sans femmes et hommes qui sont sur le terrain et qui sont derrière les images pour procéder à de la prévention et à de la verbalisation quand il le faut, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc les outils numériques, les outils de vidéo, pourquoi pas, mais ce qui est de notre point de vue capital, c'est la présence de terrain. 434. Et notamment l'îlotage, si je peux me permettre, puisque la police, lorsqu'elle a perdu 100 effectifs depuis 2007, il n'y a quasiment plus d'îlotage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de passage de prévention dans les quartiers, dans les rues. C'est ce qu'on appelle une police, je porte offense à personne en disant ça, une police d'intervention, c'est-à-dire qu'on appelle la police pour un fait. S'il y a un équipage qui est disponible, il va se rendre sur les lieux. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de présence de terrain, d'îlotage. C'est, me semble-t-il, la meilleure manière de dissuader les délits. Et d'armer cette police municipale. Je crois qu'à Saint-Martin-d'Air, vous êtes entre les deux. Ils sont équipés de taser. Exactement. D'aller un peu plus loin, ça vous paraît une piste à suivre ? Alors, ça se pose au moins une fois par mandat. Sous le mandat précédent, la question s'est posée. On y a exprimé un avis défavorable. Donc voilà, cet avis en tout cas, l'avis va être rappelé en bureau municipal dans les semaines qui viennent. On verra un petit peu comment on aborde ce sujet. C'est toujours des sujets délicats. Hein. La vidéosurveillance n'a pas fait l'unanimité, même dans votre majorité. Il y a Thierry Semanas dans la presse qui s'interrogeait sur l'utilité de ces caméras pour un investissement d'un peu plus de 400 000 euros. C'est des sujets qu'on a toujours un peu de mal à aborder quand on est maire d'une commune. Je crois qu'il faut les aborder avec sincérité. C'est pas parce qu'il y a des caméras que voilà, la caméra n'est pas la solution miracle à la délinquance. Donc voilà, il faut aussi être clair du point de vue de l'outil. L'outil, il permet de résoudre
des situations, de pouvoir poursuivre les auteurs de délits. Voilà, ce à quoi ça peut servir. Parce que ce qui est vrai, c'est ce qui est gênant. Enfin bon, j'ai pu m'exprimer en conseil municipal de manière peut-être un peu imagée, familière. C'est pas parce qu'on se prend un coup de poing dans le nez, le coup de poing dans le nez, il fait pas moins mal lorsqu'on est filmé. En revanche, celui qui a été auteur de ce délit, de cette agression, eh bien, il peut être reconnu et poursuivi de bonne manière par les juges. Bon. Petite image qui date également. Il y a de la dissuasion aussi. Hein. Je note quand même que sur notre commune, notamment à proximité, il y a des effets positifs. À proximité des équipements publics, les équipements publics sont moins dégradés, il y a moins de faits de cette nature. Alors j'ai lancé les images un peu trop vite. Ce sont les caravanes installées depuis plusieurs jours sur le stade d'athlétisme de Mélan, juste en face de chez vous, qui perturbent pour le moins, c'est ce qu'on peut dire, l'entraînement des jeunes du club avec le va-et-vient des voitures sur la piste. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre d'image? Là, c'est la commune de Mélan, mais vous aussi, à Saint-Martin-d'Air, vous êtes victime chaque année de caravanes, de gens du voyage qui s'installent un peu où elles veulent. Alors pour ce qui concerne Saint-Martin-d'Air, à proximité du domaine universitaire, on a des événements de cette nature qui peuvent s'opérer. Hein. À l'arrivée des beaux jours, on va dire de mai-juin, et parfois ça va jusqu'au mois d'octobre. Hein. On est au mois d'octobre et on voit ces occupations sans droit ni titre sur des équipements sportifs. C'est souvent d'ailleurs à proximité d'équipements sportifs. Voilà, ça suscite bien sûr l'exaspération des personnes parce que, encore une fois, les habitants... la question des gens du voyage a tout le temps été abordée par les habitants et je les en remercie pour voilà, leur forme de respect. Voilà, ils disent les gens du voyage ont droit de vivre de manière digne, de voyager, clairement. En revanche, ce qu'ils n'admettent pas, c'est voilà, d'être les nuisances. Et il y a eu des nuisances claires, bien sûr. Bah, voilà, à partir du moment où on s'installe à proximité de chez vous, on se branche à l'eau. Enfin bon... Je ne développe pas plus en avant toutes les nuisances dont peuvent être victimes les habitants. Mais voilà, qu'est-ce que peut faire un élu comme vous pour que ça change? Pour ce qui est c'est de demander l'éviction, forcément. Quand il y a nuisance, quand il y a trouble à l'ordre public, on demande au préfet l'éviction. C'est ce que j'ai systématiquement fait. On procède, alors pour ce qui concerne la police municipale, dont les maires ont la responsabilité, dont j'ai la responsabilité, c'est déjà d'aller relever les plaques d'immatriculation pour identifier les personnes qui... voilà, ça constitue un délit tout de même, l'occupation sans droit ni titre, donc ça c'est une chose. On a pu porter avec le domaine universitaire des référés auprès du tribunal administratif et le juge a pu demander d'ailleurs au préfet d'exécuter, demander le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des personnes. Bon, ça s'est passé de manière calme et pacifique puisque les personnes sont parties à partir du moment où elles ont eu connaissance de la décision du juge. Elles sont parties, donc voilà, pas de tension sur le site, c'est préférable. La loi a évolué récemment. Et c'est une bonne chose, c'est que les occupations sans droit ni titre, malgré l'absence de cette fameuse aire de grand passage, eh bien, par jour, il pourrait y avoir des amendes, je ne me rappelle plus du montant, désolé, mais voilà, il y a des amendes qui pourront être demandées aux occupants par jour. Aire de grand passage qui est de la responsabilité de la métro, mais qui, un peu comme Nerpic, traîne depuis 15 ans sans qu'on en voit pour l'instant le jour. Si je peux me permettre, à Saint-Martin-d'Air, en fait, il y a la métropole qui doit répondre globalement à des obligations. Pour ce qui concerne Saint-Martin-d'Air, on a 2 aires de gens du voyage. Alors, bien sûr, c'est de l'ordre de 30 caravanes possibles à accueillir. Mais voilà, en tout cas, Saint-Martin-d'Air répond à ses obligations du point de vue de la loi gens du voyage. Dernière petite question rapide, David Queiroz. Aujourd'hui, ce vendredi, c'est la grève nationale des bibliothécaires contre le contrôle du pass sanitaire. Je crois qu'il y a des bibliothèques qui sont fermées aussi sur votre commune. Est-ce que vous soutenez ce mouvement ? Il y en a 2 bibliothèques qui sont fermées effectivement à Saint-Martin-d'Air. Je le soutiens dans le sens où les bibliothécaires, les professionnels, les agents publics de la culture, leur travail, c'est pas de contrôler des passes, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment d'accueillir les publics. Et encore une fois, c'est... Pas de sanction donc administrative chez vous à Saint-Martin-d'Air ? Non, clairement. Bon.
petit coup de cœur pour finir cette émission. Je crois que vous aviez envie de rendre hommage à un jeune du pays, comme on dit. Un sportif, à Ryan Elal, qui est donc cycliste sur piste, qui a obtenu... qui a défendu les couleurs de la France aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, qui a ramené une médaille de bronze. Il a été sélectionné pour représenter la France au prochain championnat d'Europe de cyclisme sur piste. Donc voilà, c'est dans les jours qui viennent. Ça commence le 5 octobre. Donc voilà, je souhaitais lui souhaiter bon courage et dans l'espoir qu'il puisse obtenir un nouveau titre pour la France. On suivra ça. Et puis, je précise, même s'il n'a pas grandi sur votre commune, qu'il y a Florian Joigny aussi qui vit à Saint-Martin-d'Air, qui est le champion paralympique de vélo, titre obtenu également cet été à Tokyo. Dernier petit exercice, David Queyros, la semaine prochaine, à votre place, ce sera Guillaume Gontard, le sénateur Europe Écologie Les Verts de l'Isère, qui soutient d'ailleurs Yannick Jadot à la présidentielle. Donc c'est le jeu, vous allez lui poser une question et puis il vous répondra la semaine prochaine. Il suffit simplement de regarder la caméra. Très bien. Monsieur le sénateur, bonjour. Le capitalisme vert, ça vous inspire quoi ? Eh bien voilà, il répondra, je pense qu'il aura des choses à dire, Guillaume Gontard, sur cette question la semaine prochaine. Merci en tout cas, David Queyros, d'être venu sur le QG Politique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en ligne sur le site télégrenoble.net. À la semaine prochaine.